La parole est à monsieur Paul Molac pour le groupe écologiste. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Enfin, notre Assemblée arrive au bout du chemin de la réforme pénale. Il aura fallu du temps, des engagements de la présidentielle à la conférence de consensus, aux arbitrages compliqués de l'été dernier. Ce texte supprime plusieurs automatismes. Tout d'abord, il supprime les peines planchers mises en place en 2007, qui ont été un échec. D'une part, parce que la loi n'a pas eu d'influence sur le taux de récidive, qui a même augmenté. D'autre part, car elles n'ont pas touché ceux pour qui elles étaient destinées. Les personnes en récidive pour des crimes et des délits graves. Dans ces cas, les juges prononçaient déjà des peines au-delà du plancher fixé par la loi. L'impact de la loi a en fait surtout été fort pour les délits moins graves. Comme l'a noté le haut magistrat Jean-Paul Jean dans une des rares études sur la question, les peines planchers ont essentiellement durci la répression contre les toxicomanes, alcooliques, victimes de troubles psychiatriques. Il supprime un autre automatisme à la fin de peine, le CEFIP, système de bracelet électronique pensé pour vider les prisons. La droite, qui n'a cessé de mettre en place des peines automatiques pour remplir les prisons, a, avec la même inventivité, créé de nombreux dispositifs pour les vider. On pourrait citer les grâces présidentielles, à l'amnistie, en passant par les CEFIP, les crédits de réduction de peine ou les aménagements ab initio. Afin d'avoir un droit cohérent, il faut en finir avec tous ces automatismes qui visent à vider automatiquement ce que l'on a rempli automatiquement. Avec cette loi, nous avons enfin la mise en place d'une peine cohérente de suivi des personnes condamnées afin de faire une peine alternative crédible. C'est ce que propose la contrainte pénale. Bien sûr, on aurait pu aller plus loin, en créant une contrainte pénale applicable à tous les délits, comme l'est le TIG, par exemple, ou le sursis de mise à l'épreuve. On aurait même pu faire de cette peine la peine de référence pour un certain nombre de délits mineurs. On aurait pu aller plus loin dans la lutte contre les absurdités du droit pénal, en supprimant les tribunaux correctionnels pour mineurs, que plus personne n'ose défendre. Le Sénat avait adopté une telle disposition. La CMP est revenue sur cette avancée. Le groupe socialiste s'est engagé à adopter un tel texte. Nous espérons qu'il n'y aura pas besoin d'attendre une niche d'un groupe minoritaire pour cela. L'Assemblée a la maîtrise de son ordre du jour. 1 semaine sur 4, une proposition de loi sur ce sujet y aurait toute sa place. On aurait pu aussi traiter la question de la rétention de sûreté. Un des derniers rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, a été très sévère sur ce dispositif. Aujourd'hui, nous craignons que cette promesse présidentielle de revoir la rétention de sûreté soit oubliée. Mais on peut constater qu'au-delà de la contrainte pénale et de l'abrogation des peines planchers et du CEFIP, cette réforme pénale propose un grand nombre d'avancées. On peut ici souligner l'importance du travail parlementaire et en premier lieu le travail des rapporteurs. Je souligne notamment l'avancée au niveau de la suspension médicale de détention provisoire, qui reprenait une proposition de loi adoptée au Sénat à l'initiative des écologistes, ou la suspension médicale de peine. Ce texte facilite également la domiciliation des sortants de prison et donne plus de souplesse aux juges pour convertir une peine de jour d'amende en TIG, pour révoquer partiellement un sursis ou pour permettre le placement extérieur comme mesure probatoire à la liberté conditionnelle. Sur tous ces sujets, nous sommes heureux que le Parlement ait suivi les initiatives écologistes. Je souligne également l'avancée que constitue la reconnaissance de la justice restaurative dans ce texte. Nous y étions très attachés. Ce type de justice doit en effet se développer dans notre pays. En associant mieux victimes et condamnés, on permet à la justice d'être plus efficace, d'être plus à l'écoute des attentes des victimes et on améliore la réinsertion. Parmi les innovations, permettez-moi toutefois de souligner quelques inquiétudes sur des dispositions qui n'ont pas ou trop vite été étudiées par notre Assemblée. L'article 7 quinquies A modifie les règles concernant les personnes jugées pour des délits alors que leur discernement était altéré. Il réduit du tiers la peine encourue mais impose également un certain nombre d'obligations. Le sujet est grave, il suffit d'aller en établissement pénitentiaire pour comprendre la difficulté de voir des personnes qui n'ont rien à y faire. Toutefois, la multiplication des mesures de contrôle et des obligations pesant sur ces personnes condamnées fait peser le risque d'une justice plus sévère pour des détenus pourtant déclarés irresponsables. Il sera ainsi possible de condamner à des mesures de contrôle qui n'ont rien d'anodine pour 5 ans une personne condamnée pour un délit très léger.
voire même de la condamner pour 2 ans de prison en cas de non-respect des obligations, quel que soit le délit initialement encouru. Nous nous interrogeons sur le sens, en matière de respect des droits constitutionnels, de permettre juger plus sévèrement des personnes malades, comme le propose cet article. J'espère que le Conseil constitutionnel pourra y apporter une réponse. À l'article 15, nous restons opposés à la possibilité de mettre en place de la géolocalisation et des écoutes pour les probationnaires. Dès lors que seuls 2 ans sont encourus en cas de non-respect de la contrainte pénale, cette possibilité nous paraît aller contre le droit des personnes et le principe de proportionnalité. Dès lors, il est probable que le Conseil constitutionnel ou la Cour européenne des droits de l'homme censurerait un tel dispositif. L'article 15 ter permet d'octroyer aux officiers de police judiciaire un pouvoir de transaction pénale. Les missions de la PJ s'opposent à la possibilité de lui octroyer un pouvoir de transaction, dès lors que son rôle consiste à rendre compte des infractions à la loi pénale à l'autorité judiciaire et à se conformer à ses directives. Je ne vois pas comment le Conseil constitutionnel pourra accepter cette atteinte à la séparation des pouvoirs. De plus, pour fixer les peines, l'OPJ ne pourrait que se baser sur les fichiers de police aux lacunes évidentes et non sur les fichiers judiciaires. C'est pour cela que nous soutenons l'amendement de suppression déposé par le Gouvernement. L'article 17 bis étend à presque tous les délits de surveillance judiciaire mis en place par le précédent gouvernement. Cette nouvelle surveillance judiciaire serait une extension très large des obligations et interdictions pesant sur le condamné. Cet article semble contraire à une décision du 8 décembre 2005 du Conseil constitutionnel, en allant au-delà du simple objectif de lutte contre la récidive pour inclure la simple insertion de la personne libérée. Dès lors, l'amendement de suppression du Gouvernement nous semble là aussi relever du bon sens. Mais au-delà de ces inquiétudes, sur lesquelles j'espère que le Gouvernement ou à défaut le Conseil constitutionnel apporteront des réponses, ce texte marque une avancée importante pour notre droit. Il marque une volonté de ne pas penser la prison comme seule solution, mais de construire des peines alternatives crédibles. Il est une marque de confiance du législateur envers ses juges qui sont si vite et si souvent dénoncés par ceux-là même qui en appellent constamment au respect des autorités. Il est vrai que la justice, l'administration pénitentiaire, les services pénitentiaires d'insertion et de probation et l'ensemble des personnes concernées par le suivi des personnes condamnées ont un travail difficile. Il faut leur donner la sérénité, la confiance, les moyens et les outils nécessaires à leur travail. Ce texte va dans cette voie et c'est pour cela qu'il reçoit le plein soutien du groupe écologiste. Merci, monsieur le député.